Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans ce point d'actu de rentrée, on fera l'inventaire de tous les dossiers chauds avec Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. L'entretien est lui consacré à Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion, le journal des biotech. C'est parti. Et on retrouve, pour le point d'actualité, on ne change pas, une équipe qui gagne en 2024. Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Je dis on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire aussi on ne change pas facilement, ou en tout cas si vite, l'histoire des biotech, parce que pour vous, cette année, ça va encore, malheureusement, être celle où les financements vont rester au cœur des enjeux, au cœur des galères aussi, pour beaucoup de biotech, il faut le dire. Ça reste un challenge qui est éternel, parce qu'au final... Oui, ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, le seul moyen de créer de la valeur pour une société, c'est de faire des études cliniques et d'avoir des résultats positifs. Et il faut bien financer d'une manière ou d'une autre ces études. Et pour ça, il faut lever des fonds et avoir suffisamment d'argent. Donc soit on fait du non-dilutif avec des partenariats, ou alors on fait appel au marché. Et il faut des réserves, il faut des gros budgets pour faire du qualitatif. Et c'est une tendance de fond malheureusement sur le secteur, mais à l'heure actuelle, il y a eu quelques financements qui ont servi un peu à maintenir des sociétés sous perfusion l'an dernier. Mais malheureusement, elles ont besoin d'argent pour faire ces études, donc ça va rester un gros sujet d'actualité. Et on a l'impression, quand je discute avec certains dirigeants de biotech, qu'il y a une certaine frilosité en plus, qui s'est installée depuis maintenant quelques mois, quelques années sur le sujet. Alors, c'est pas simple parce qu'une fois de plus, la compétition elle est mondiale, donc il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Il n'y a pas que les investisseurs français, il faut regarder à l'étranger, il faut regarder aux US. Maintenant, il y a tellement de sociétés privées ou cotées en bourse que l'investisseur, quelque part, quel que soit son positionnement, il a l'embarras du choix. Donc il faut des dossiers qui soient bons, qui soient différenciants, qui soient uniques. Et c'est vrai que ce qui manque peut-être au secteur en France, d'une manière générale, c'est des beaux succès. On n'a pas eu de grosses acquisitions. L'année dernière a comme été une année record sur les M&A, mais on ne peut pas dire que les sociétés françaises en aient vraiment profité. Ouais. Et donc on manque de belles histoires qui pourraient servir de locomotive. On attend malheureusement ces belles histoires. La belle histoire. On espère qu'on sera là pour les ou la commenter en 2024. En tout cas, deux sociétés dont vous vouliez nous parler, Frédéric. On commence par Medincell, avec, vous m'avez dit avant, une année qui pourrait être plutôt plus bonne pour Medincell. Et en me disant, finalement, l'actif qu'on regarde n'est peut-être pas celui qui est le plus intéressant. En tout cas, celui qu'on regarde à très court terme, on va dire. Non, parce qu'en fait, il y a deux actifs à l'heure actuelle au sein de Medincell, les deux ciblant la schizophrénie et les deux ayant un partenariat avec Teva. Alors c'est vrai que les investisseurs vont peut-être se focaliser à très court terme sur les revenus générés de la commercialisation du Uzedy, puisque Uzedy est disponible aux US depuis le milieu de l'année dernière, avec un lancement progressif, et donc il y a forcément des ventes et des royalties qui devraient être perçues par Medincell cette année. Donc c'est un premier indicateur que les gens vont commencer à regarder. Alors en sachant quand même qu'un lancement, il faut un peu de temps pour que le produit s'installe et s'établisse aux US, sachant qu'aux US, il faut oublier qu'il y a deux types de patients. Il y a les patients gouvernementaux qui bénéficient des programmes Medicare, Medicaid, et il y a les patients commerciaux. À l'heure actuelle, les informations qu'on a, c'est que le lancement a plutôt été sur les patients gouvernementaux, sachant qu'en plus, dans le cadre du lancement, c'est une tradition, il y a toujours des unités gratuites, des accès des rabais, des choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que les premiers chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Maintenant, on sait aussi que Teva progresse sur ce segment des patients commerciaux, avec ses fameux plans et ses assureurs. Donc à surveiller, on va dire, d'ici le milieu d'année, les premiers chiffres qui vont tomber et les premières entrées d'argent pour Medincell sur Uzedy. Oui. Maintenant, le vrai actif qui est pour moi un peu le trésor caché de Medincell, c'est pas la risperidone, mais c'est la formulation à libération prolongée d'olanzapine, qui est un autre agent contre la schizophrénie, également en partenariat avec Teva. Et celui-là, il a des atouts qui sont majeurs et principalement le fait qu'il n'y aurait pas de concurrent puisqu'il y aurait un monopole sur ce genre de formulation aux US. Et Eli Lilly, qui a la molécule originelle, le Zyprexa, a tenté de faire une libération prolongée, mais ils se sont heurtés en fait à des gros effets indésirables, puisqu'en fait leur libération prolongée c'était sous forme d'un sel. Et lorsqu'on administrait aux patients ce sel, il y avait une dissolution qui était rapide. Et on se rendait compte qu'il y avait des pics plasmatiques de l'olanzapine dans le sang qui ont abouti à un nom barbare qui est le PDSS, qui est un syndrome en fait de sédation et de dépression post-injection. D'accord.
Non, délire, pas dépression, délire post-injection, qui peut survenir à la fois après la première injection ou après de multiples injections. Ouais. Donc, au final, ça a limité l'utilisation qui est complètement anecdotique de cette molécule EZS. Et là, avec la techno de Medincell, on peut penser, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de cas. Alors, la limite, c'est qu'il y a très peu de patients qui ont été traités. Donc, vous pouvez très bien traiter 200 patients ou 300 patients dans une clinique et pas avoir de cas d'effets indésirables de ce style. Maintenant, on peut penser que si dans l'étude en cours de phase 3, il n'y a aucun cas, peut-être un cas, ça pourrait quand même signifier quelque chose d'intéressant. Le point important à mentionner, c'est qu'on attendait le résultat l'année prochaine et le recrutement des patients était plus vite que prévu. Donc Teva a communiqué il y a une dizaine de jours qu'ils attendaient les résultats d'ici la fin de l'année. Et là, celui-là, il y a potentiellement un gros potentiel parce que ce serait un Blue Ocean aux US, il serait tout seul à commercialiser une libération prolongée en injection tous les mois. Là, il y aurait vraiment pour Teva de quoi faire une belle histoire et de générer des bons revenus. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une chose qui a peut-être été un peu sous-estimée par les investisseurs, puisque l'an dernier, il y a alors c'est une structure un peu particulière qui s'appelle Royalty Pharma, qui est cotée aux US, mais qui à l'origine en fait est un fonds d'investissement et qui fournit du financement moyennant une partie des royalties que les sociétés touchent ou que les universités touchent. Et Royalty Pharma a signé un deal sur cette formulation de l'olanzapine avec Teva, donc ils contribuent en fait aux dépenses R&D de Teva à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Et en contrepartie, ils seront éligibles à un certain reversement par Teva d'argent. Et Royalty Pharma s'était fait connaître dans la mucoviscidose, puisqu'ils avaient récupéré les royalties d'une fondation américaine sur tous les produits de Vertex qui sont des blockbusters. Donc, pour le moment, je trouve que Royalty Pharma a plutôt eu du nez sur ces produits. Donc, s'ils continuent à en avoir. Voilà, s'ils ont été aussi bons dans leur évaluation, c'est plutôt de bon augure pour Medincell. Voilà, le trésor caché de Medincell. Autre biotech dont vous vouliez nous parler, Frédéric, Ose Immuno, avec des données attendues mi-2024 sur la rectocolite hémorragique, indication dans laquelle on retrouve aussi une autre biotech française, Abivax. Oui, parce qu'en fait, là, on avait laissé Ose un peu dans une situation inconfortable avec la fin de ce deal avec Servier. On savait que ça n'avait pas marché dans le syndrome de Sjögren. On l'avait évoqué sur ce plateau, on avait dit que de toute façon la probabilité de succès était faible parce que c'était vraiment une indication très compliquée. Et donc on a le sentiment là que maintenant beaucoup de choses reposent sur cette étude dans la rectocolite hémorragique. La société a fait un petit update au final sur le recrutement, où ils en étaient, quand est-ce qu'ils allaient le terminer. Donc c'est assez proche puisque à la fin du premier trimestre le recrutement devait être terminé. Oui. Et ils ont fait un petit ajustement pour les questions géopolitiques puisqu'initialement ils recrutaient à travers l'Europe. Et là, en fait, ils ont ouvert plus de centres en Europe de l'Ouest et il y aura moins de patients, a priori, qui devraient venir d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Ça a quand même une influence puisqu'on pouvait penser qu'il y aurait plus de patients naïfs, donc, qui n'avaient jamais été traités par d'autres produits du côté de l'Europe de l'Est et centrale, et qu'en revenant vers l'Europe de l'Ouest, ils vont peut-être avoir un peu plus de patients qui ont déjà eu des traitements, qui ont rechuté ou qui ont été intolérants. Maintenant, les résultats de cette étude vont quand même être importants, on les attend au deuxième semestre, mais pour la suite du programme, et il faut souhaiter qu'il y ait au moins une des deux doses qui sortent. Bon, voilà, on a dit étape importante pour Ose Immuno en 2024, et on voulait quand même terminer avec ces résultats qui sont tombés de Sagimet. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais l'indication on va plus nous parler puisque c'est dans la stéatose hépatique ou la NASH. La NASH qui maintenant ressemble plus à un cimetière qu'à un vivier. Il y a encore quand même quelques concurrents. L'occasion pour nous de refaire le point sur cette indication et les principaux justement concurrents encore en lice. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui ont regardé cette indication avec certains des entrées et des sorties. Oui. Je crois que l'événement majeur, ça va être le 14 mars quand la FDA va se prononcer sur la molécule de Madrigal. Et la décision de la FDA va influencer, à mon sens, le comportement de beaucoup d'acteurs, notamment des gros acteurs comme Novo, qui pour le moment ont sorti des datas de phase 2 qui étaient plutôt bonnes, encourageantes, mais ils n'osaient pas trop encore s'aventurer sans visibilité, on va dire, sur le plan réglementaire de la FDA. Donc l'événement majeur qu'il va falloir regarder, et ça a un impact aussi pour Inventiva, mais c'est vraiment ce qui va se passer sur Madrigal. Après, au sujet des résultats qui ont été annoncés hier, c'est une phase 2B. La taille de l'étude n'est pas si mal que ça. Quand on compare les données d'efficacité sur le critère primaire à la résolution de la NASH, c'est vrai qu'il y a eu un engouement sur l'action hier, puisqu'en final, quand on les compare, ils sont meilleurs que les résultats de Madrigal dans la phase 3.
donc une plus grande efficacité. Donc, est-ce que le mécanisme d'action est plus pertinent? Oui, voilà. Après, il faudra que la société qui a prévu d'initier sa phase 3 d'ici la fin de l'année confirme ces datas sur une plus grande cohorte de patients. Maintenant, une fois de plus, tous les regards vont être tournés vers Madrigal. Bon, 14 mars, hein, c'est ça? 14 mars. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Frédéric pour ce point d'actualité. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal de la bibliothèque, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Bonjour Nawal. Bonjour Laurent. Alors, Sensorion, je le rappelle, biotech spécialisée dans les troubles de l'audition, cotée en bourse depuis avril 2015. On se parle aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'actualité de Sensorion, notamment cette nouvelle toute fraîche, bonne nouvelle, l'autorisation d'initier un essai clinique de phase 1-2 pour Sens 501 en France en tant que premier pays. Est-ce qu'on peut rappeler les contours de cet essai et ses objectifs ? Oui, et comme vous l'avez évoqué, c'est une excellente nouvelle pour nous. Moi, j'en suis particulièrement fière quand je repense en fait à l'histoire de Sensorion et comment on a commencé cette épopée dans la thérapie génique. Oui. On a commencé d'une feuille blanche avec un accord avec l'Institut Pasteur sur la base d'une promesse de données souris et qu'aujourd'hui, ça se soit transformé en un dossier qui a répondu aux exigences réglementaires des autorités européennes et notamment la France. C'est un grand moment de fierté. Il y a eu du chemin parcouru. Hein. Beaucoup, parce qu'on a commencé Sensorion, on n'avait pas de capacité en thérapie génique, on n'avait pas d'expertise. Et si vous nous regardez aujourd'hui, on a des experts à l'échelle mondiale au niveau de thérapie génique, on a des capacités en interne de production non GMP pour la production de thérapie génique. Et on a pu faire tout ça et en même temps préparer le dossier qui a reçu le feu vert des autorités européennes. Donc pour cette première indication, qui est la restauration d'une protéine qui s'appelle l'autoferrine chez les bébés qui naissent sourds. Bon alors, on rappelle voilà, les modalités, l'objectif de cet essai. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir démontrer ? Alors c'est un essai qui a été designé, je dirais, de manière très intelligente de la part de nos équipes cliniques, parce qu'on a voulu vraiment démarrer la thérapie génique et cibler la population cible. Donc les enfants très petits qui peuvent en fait non seulement restaurer l'audition, mais pouvoir utiliser cette audition pour, in fine, pouvoir acquérir le langage comme les enfants normaux et idéalement aller à l'école, pouvoir apprendre à lire, pouvoir apprendre à écrire. Donc l'étude qui a été approuvée, ça sera une étude pour laquelle on pourra injecter les enfants dès l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, pour qu'ils aient en fait l'opportunité, si la thérapie génique ne fonctionne pas, d'avoir peut-être un implant cochléaire et être toujours dans la fenêtre thérapeutique pour acquérir le langage. Bon, on parle quand même d'une amélioration de qualité de vie qui est incroyable. Hein, c'est, on va dire, vraiment une révolution. C'est vrai que les implants cochléaires, ça a été une belle révolution il y a 30-35 ans. Mais la thérapie génique, c'est une restauration de l'audition naturelle. Donc, Bon, si là aussi on reste dans le détail, quelles sont finalement les prochaines étapes attendues maintenant ? Oui, alors c'est vraiment les étapes administratives au sein des hôpitaux, donc Necker en chef de ligne, on va dire. Donc c'est de finaliser la signature du contrat, de faire ce qu'on appelle une site d'initiation, où en fait il y a une espèce de répétition générale avec les équipes cross-fonctionnelles, et puis après pouvoir en fait screener le premier patient, bien identifier la mutation génétique et planifier la chirurgie. Bon, on voit que Sensorion est bien dans la course, parce que course, il y a peut-être, fin 2023, on a appris qu'il y avait une équipe médicale chinoise de l'université de Fudan à Shanghai qui avait traité 4 enfants nés sourds et qui auraient retrouvé une audition presque normale quelques semaines après avoir reçu une thérapie génique. J'imagine que vous avez regardé ces données, cette nouvelle avec beaucoup d'attention. On a regardé ces données avec beaucoup d'attention, comme vous le dites, et ça nous a confortés parce que ça a permis de confirmer beaucoup de choses. La première chose, c'est que l'injection de la thérapie génique était très bien tolérée, même chez des enfants un petit peu plus âgés. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont permis aussi d'ouvrir, on va dire, une cible de population qui n'était pas nécessairement considérée en première ligne en Europe. Donc c'est les enfants qui sont implantés de manière unilatérale, donc même s'ils ils ont 5 ans, 6 ans, on a vu en fait avec les données chinoises que l'enfant avait l'audition restaurée et pouvait en fait entendre sa maman et répéter les mots que sa maman lui prononçait.
Donc ça nous a beaucoup conforté. On trouve que ces données, elles permettent vraiment de dérisquer l'approche de thérapie génique. Parce que j'ai essayé d'être une évangéliste en disant que vraiment, si la thérapie génique doit fonctionner dans un organe, l'oreille s'y prête très bien. On va avoir l'occasion d'en reparler justement. Juste avant, pour reparler aussi de cette course, hein, parce que on a l'impression que là aussi les différents acteurs sont en train de se préparer. En août 2023, on a un vrai Régénéron qui nous annonce qu'il allait racheter son partenaire de longue date, Decibel Therapeutics, pour un peu plus de 200 millions d'euros. Principal actif, une thérapie génique dans l'autoferline. 15 mois, et Lilly qui rachète Akouos, biotech américaine basée à Boston, également engagée dans le développement d'une thérapie génique ciblant l'autoferline. C'est à chaque fois la même approche, injecter dans l'oreille interne des enfants un gène de secours pour remplacer celui d'autoferline. C'est votre approche, c'est celle qui est retenue par Sensorion. Finalement, peut-être aussi l'occasion de revenir sur la personne qui a découvert cette mutation et finalement cette solution thérapeutique. Eh bien, c'est les équipes de l'Institut Pasteur. Voilà, rendons à César ce qui leur appartient. Exactement. Dirigées par le professeur Christine Petit. Je pense que le secteur de l'audition, la science de l'audition, doit beaucoup à nos scientifiques français. C'est vrai que toutes ces approches que vous venez d'énoncer, que ce soit l'approche d'Akouos, l'approche de Decibel ou même celle des équipes académiques chinoises, reposent sur les premières publications de l'Institut Pasteur. Donc, Pasteur, ils ont fait un travail phénoménal, ils ont identifié les premiers gènes qui ont causé la surdité, mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont commencé à développer des approches, preuves de concept de thérapie génique et ça a ouvert tout un champ des possibles. Voilà, donc pour, je l'espère, la prochaine révolution de l'audition chez les populations pédiatriques et peut-être un jour même chez les populations adultes. Transition toute trouvée, puisque là aussi Sensorion a annoncé récemment l'extension de son accord avec l'Institut Pasteur. C'est vraiment un allié indispensable, j'ai l'impression, dans ce domaine. Hein. C'est un allié indispensable pour nous. Hein. On voit l'Institut Pasteur, l'Institut de l'audition, comme vous le dites, un allié, la pièce maîtresse, la pièce secrète, qui impressionne les investisseurs, nos investisseurs qui sont entrés au capital, qui impressionne les potentiels pharma qui regardent, qui sont curieuses sur les approches de thérapie génique. Donc il faut s'imaginer, c'est l'Institut de l'audition ici à Paris, vous avez une centaine de chercheurs qui réfléchissent jour et nuit à l'audition. Et ce capital de connaissances, en fait, Sensorion, on peut en bénéficier parce qu'on peut discuter avec les approches, avec les équipes de Pasteur sur des nouvelles approches, sur les données qu'ils peuvent générer. Et si nous sommes intéressés, on peut commencer des programmes. Et donc, c'est un premier accord qu'on avait signé en 2019 qui venait à échéance, en fait, milieu de cette année. Et comme ça se passait très très bien, on a décidé de continuer cet accord et de le rallonger pour 5 ans additionnels. 5 ans additionnés sur cet accord. Donc je le disais, tout ça se met en place. Justement, c'est l'occasion de se poser la question où en est finalement Sensorion vis-à-vis de la concurrence. À la fois, on imagine assez bien le côté positif de se dire, bah voilà, il y a quand même de l'intérêt qui est en train de se cristalliser autour de cette approche. Et de l'autre, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos concurrents? Plutôt en avant, plutôt au même niveau? Comment vous voyez la chose? Je me sens très confortable par rapport à la compétition et je vais vous expliquer pourquoi. La raison pour laquelle on a priorisé la demande de dossier en Europe, en fait, elle était totalement délibérée. Si vous regardez Lilly ou Régénéron, ils ont en fait, dans un premier temps, priorisé les autorités américaines, donc la FDA. Et en fait, ils ont eu l'accord de démarrer une étude clinique, mais les autorités américaines, en fait, elles ont un appétit pour le risque qui a vraiment diminué ces dernières années au niveau de la thérapie génique. Donc, ils ont le droit d'injecter, mais des enfants qui ont 7 ans et plus pour la première cohorte. D'accord. Et si le profil de sécurité et de tolérabilité a été démontré, ils auront l'autorisation de diminuer l'âge. D'accord. Ah oui, donc c'est pas tout à fait c'est pas du tout le même design que notre. Exactement. Donc en fait, quand on a eu les conversations et qu'on a vu ce que les compétiteurs ont obtenu, on s'est dit on aura exactement la même réponse des autorités américaines. Elles vont être bien sûr alignées, quoi. Oui. Trouver un enfant qui a plus de 7 ans aujourd'hui aux États-Unis, qui n'est pas implanté de manière bilatérale parce que c'est la pratique médicale, ça va pas être simple. Oui. On le voit, hein, donc je crois que Lilly a injecté un seul enfant donc depuis 18 mois quasiment. À ma connaissance aussi, Régénéron n'a pas injecté d'enfants aux États-Unis. Donc imaginez une troisième société avec le même profil de patient. Enfin, se heurterait aux mêmes difficultés. Exactement. Donc nous, notre stratégie, c'était de démarrer en Europe
où il y avait un appétit, où ils ont bien compris qu'en fait la population qui pourrait bénéficier de la thérapie génique au niveau efficacité, c'était les plus petits. Et notre intention, c'est de pouvoir filer une demande d'autorisation américaine sur la base des premiers patients européens. Et on espère que les données seront convaincantes au niveau du profil de sécurité, de tolérabilité et d'efficacité pour que les autorités américaines nous donnent directement l'autorisation d'aller dans la population cible. Donc c'est pour ça que je me sens assez confortable parce qu'on ne va pas jouer en fait sur les mêmes lignes et on espère en fait peut-être même rattraper finalement sur... Ils sont devant nous sur papier parce qu'ils ont eu l'autorisation devant nous, mais nous, on est assez confiants sur notre capacité à recruter très vite dans cet essai clinique. Bon, très clair cette réponse. Bon, je ne pense pas avoir de scoop ce matin, hein, mais forcément, à partir du moment où il y a beaucoup d'intérêt autour de cette indication, de cette thérapie génique, est-ce que votre téléphone sonne plus en ce moment, Nawal? Est-ce qu'il y a des grands groupes qui disent « Ah mais en fait, c'est pas mal ça, Sensorion, cette société française ?» En fait, oui. Comme vous dites, l'actualité dans la thérapie génique au niveau de l'audition a créé beaucoup d'engouement et beaucoup de curiosité pour des sociétés notamment qui veulent soit construire des capacités au niveau de la thérapie génique, soit accélérer en fait leurs activités de thérapie génique. Et notamment, j'ai toujours dit, l'oreille, c'est probablement l'organe qui pourra bénéficier le plus de la thérapie génique. On rappelle brièvement pourquoi. Je sais, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, mais moi parce que l'oreille, c'est un petit bijou, en fait. S'il n'y a pas beaucoup de cellules, ces cellules ne se régénèrent pas. Donc, c'est des petites doses, c'est des petits volumes. Il faut transduire. Et ce qu'on voit, c'est que l'effet est pérenne, en fait, l'effet d'efficacité, contrairement, par exemple, à des maladies liées aux muscles ou au foie, où là, les cellules se régénèrent et il faut injecter des doses très, très élevées. On voit que le profil, parfois, de tolérabilité ou de sécurité, il est un peu plus difficile à maîtriser ou à contrôler, notamment chez les populations pédiatriques. Aujourd'hui, je touche du bois, on ne voit pas ces défis. En tout cas, l'hypothèse de base sur laquelle on est tous partis, elle semble se confirmer en clinique et je l'espère pour nous aussi dans les prochaines semaines. Bon. On en oublierait presque les autres actifs de Sensorion, notamment Sens 401. Bon résultat obtenu avec Sens 400 dans la préservation de l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire. Ça a réveillé l'intérêt pour ce programme historique du portefeuille de Sensorion qui avait subi des échecs dans le passé. Est-ce qu'on aura d'autres rendez-vous avec Sens 401 cette année? Oui. Oui. Oui, on aime beaucoup Sens 401 aussi. Donc, il y a une étude en fait qui va se terminer bientôt. C'est l'étude qui est en collaboration avec Cochlear, donc la société australienne qui est leader mondial des implants cochléaires. On va finir le recrutement ce mois-ci. Et donc, on va communiquer les résultats de cette étude premier semestre, milieu d'année, voilà. Bon. Donc ça, c'est pour la première étude. La deuxième étude, c'est pour la prévention de l'ototoxicité liée à la cisplatine chez les patients adultes qui souffrent de cancer, malheureusement. Et donc là, on a communiqué des résultats toute fin de l'année dernière, où on a démontré que même si en fait c'était le traitement le plus long de Sens 401 dans une population vulnérable comme les patients qui sont traités avec du cancer, le produit est extrêmement bien toléré. Et le produit n'interfère pas avec la cisplatine. Et on va communiquer les premières données d'efficacité. Il y a un gros congrès mondial. Ça s'appelle le congrès mondial en fait, d'audiologie à Paris en 2024, en septembre 2024. C'est la première fois depuis 50 ans que Paris va pouvoir recevoir ce gros congrès. Et on va communiquer les premières données d'efficacité à ce moment-là. Bon, voilà, là aussi, des nouvelles sur Sens 401. Peut-être un mot pour finir. Vous étiez à la conférence JP Morgan à San Francisco. J'ai du mal à me remettre du jet lag. J'ai envie d'avoir votre avis, votre ressenti sur le climat dans ce qu'on considère comme la grand mec de la pharma, la grand mec des biotech. Est-ce qu'il y a de la prudence? Est-ce qu'il y a de l'optimisme? Est-ce que c'est un peu des deux? C'est les deux, en fait, je dirais. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on a vu un shift, comme vous dites, de l'humeur qui s'est réalisé assez rapidement grâce aux annonces en fait, d'acquisition, de fusion-acquisition. Où il y a eu pas mal de nouvelles, en fait, les 6 à 8 semaines avant JP Morgan et pendant la conférence JP Morgan. J'ai senti les investisseurs avoir beaucoup plus d'appétit en fait, à découvrir de nouveaux dossiers. Même la thérapie génique qui reprend en fait un petit peu des couleurs après on va dire les 2 dernières années qui étaient un petit peu difficiles. Donc j'ai senti plus d'optimisme. Est-ce que ça va se transformer en une pluie d'investissement dans les 6 prochains mois? On va le voir, mais c'est sûr que les conversations étaient beaucoup plus agréables qu'il y a un an ou même 2 ans en fait, quand le marché s'était retourné.
Bon ben voilà, de l'optimisme, et puis on espère que tout ça effectivement va se transformer, comme le disait Nawal, en des investissements. Merci beaucoup pour ce point sur l'actualité de Sensorion. Merci Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro.